Il y a eu une votation, une consultation citoyenne sur la place des SUV les plus lourds et encombrants et polluants dans la capitale, et notamment sur un tarif spécial de stationnement pour ces véhicules. La France Insoumise a publié un communiqué dénonçant l'inefficacité, l'injustice et la tromperie de cette votation, arguant que, loin de mener une véritable politique écologique municipale pour réduire l'impact du transport sur l'environnement et sur la santé, Anne Hidalgo fait en réalité semblant de consulter comme elle fait semblant de faire de l'écologie. Mais à l'émission populaire, on a décidé de nous emparer de l'objet SUV pour parler de la sociologie du SUV et de taper sur les riches parce que ça fait toujours plaisir. Tout d'abord, quelques chiffres. En 2022, le nombre de SUV en circulation a grimpé à 330 millions. Un bond spectaculaire par rapport aux moins de 50 millions recensés en 2010. En 2021, les SUV ont été responsables de l'émission de plus de 900 millions de tonnes de CO2. Pour mettre ces chiffres en perspective, si les SUV constituaient un pays, ils se classeraient au 6e rang mondial des plus grands émetteurs de CO2. Ma première question, pourquoi le SUV prospère toujours plus vite à rebours de l'histoire et alors que le climat est censé être devenu une préoccupation importante? Il y a des raisons qui sont de l'ordre du du symbolique. Déjà, la place de la voiture dans nos imaginaires. Faut lire un texte incroyable d'André Gortz qui s'appelle L'éloge de la bagnole ou un truc comme ça, et qui déjà dans les années 60-70 parle de la place que prend aussi au sens très physique dans l'espace public les voitures, et les SUV c'est un exemple assez marquant de ça. Il y a la dimension effectivement viriliste de la grosse bagnole sur laquelle l'ensemble des publicitaires jouent. Oui, je vous recommande un article aussi écrit par le sociologue Johan Demoli. Le SUV permet de se distinguer socialement. Il était et est toujours surtout prisé par le père de famille de classe moyenne plus, comme un signe de distinction sociale et virile. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de femmes aussi maintenant qui utilisent cette voiture. 30 à 40% des conducteurs du SUV sont des femmes. Alors, Johan Demoli continue en disant que le SUV peut épouser une image de véhicule pour aventuriers modernes, cherchant une certaine solitude sur la route, au-dessus de la mêlée du trafic. Et c'est un sentiment de sécurité et de protection qui est martelé pour les femmes. Et il parle aussi de la peur du déclassement. Justement, dans des périodes de crise, la consommation ostentatoire peut avoir quelque chose de rassurant. Puis, il y a aussi des questions qui sont du côté là, des industriels, des constructeurs automobiles, de déploiement de nouveaux marchés. Les constructeurs automobiles, leur but, c'est de vendre des voitures. Donc, ils ont là réussi à créer un segment de marché, qui est d'ailleurs un segment de marché qui est en hausse constante et qui du coup est un marché pour les acheteurs les plus riches, et on n'a pas eu de régulation pour venir lorsqu'on a commencé à parler de la transition de l'industrie automobile. D'ailleurs, il y a un gros retard déjà du secteur des transports en général, mais par rapport aux objectifs européens de Fit 55, réduire de 55%, même par rapport à l'objectif du net zéro de 2050, en fait, le secteur des transports est hyper en retard, et en particulier le secteur des véhicules individuels. Et on a eu du coup cette idée qu'on allait passer à l'électrique, mais sans aucun encadrement, aucune réflexion politique, même sur le poids, la taille, qui sont quand même des facteurs absolument clés lorsqu'on réfléchit à des mobilités, douces et plus compatibles avec un monde habitable, quoi. Donc les facteurs sont multiples, et c'est vrai que cette votation, elle pose la question mais en fait, la question c'est plutôt pourquoi on a encore des SUV, alors qu'en fait on a des moyens de réguler les types de véhicules qui sortent des usines. Et surtout, en fait, je pense qu'il faut qu'on tout de suite replacer le débat sur les mobilités sur l'ensemble des leviers qu'on peut actionner pour changer ce secteur des transports. Parce que pour le moment, le discours dominant, y compris dans la version Macron de la planification écologique, c'est en gros, on va prendre le parc automobile de véhicules thermiques et on va tout basculer en véhicules électriques, avec tous les problèmes que ça pose en termes
d'approvisionnement en minerais critiques, les formes d'économie néocoloniale qui sont en train de se déployer pour aller chercher du lithium, du cobalt en Argentine ou autre. Il y a toute une diplomatie minière qui est en train de se remettre en place pour gérer ça. Donc on ne prend pas en compte ces effets sur la biodiversité et on ne prend pas en compte les autres facteurs sur lesquels on pourrait jouer, c'est-à-dire le déploiement massif des transports en commun et la question plus fondamentale de l'aménagement du territoire. Donc c'est vrai que cette votation, c'est intéressant de voir la sociologie aussi, les arrondissements les plus populaires qui ont quand même voté contre. Donc il y a bien cette intégration que le SUV, c'est un marqueur social. C'est pas juste j'ai une grosse voiture parce que j'ai une famille. Enfin bon, cet argument-là, il marche très très peu. Mais donc ça c'est intéressant, mais il prend finalement le problème par le petit bout de la lorgnette. Et le risque, c'est que ça. Le risque, c'est qu'il y ait un peu un backlash parce qu'on n'aura pas réglé le problème de la mobilité en Île-de-France, et au-delà en France, et au-delà dans le monde. Mais il y a quand même un problème en Île-de-France par rapport au rapport entre Paris intramuros et les banlieues qui n'est pas géré et qui est aussi lié aux équilibres politiques entre Paris et la région. Mais c'est pour ça que la transition, elle est très difficile aussi pour ça. C'est qu'il faudrait activer tous les leviers en même temps. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit au gouvernement et qu'on la fasse de manière cohérente et systémique. Voter. Voilà. Simon. Non, mais dans tous ces dilemmes, du coup, finalement, qui, comme vous l'aviez expliqué aussi sur la question de l'agriculture, qui sont enfermés un peu dans un système duquel on ne veut pas sortir. Vous avez évoqué les transports en commun, l'aménagement du territoire. Effectivement, réinterroger le modèle aussi de la voiture individuelle, au-delà de la question du SUV qui pose tout un tas de questions et tout un tas de problèmes, c'est aussi interroger ce modèle-là de voiture individuelle avec tous les enjeux que ça pose, les enjeux écologiques, les enjeux en termes de saturation du trafic, en termes d'espace urbain, etc. On a quand même... moi, je suis très profane sur la question, mais j'ai quand même l'impression que c'est un modèle qui ne marche plus, qui est has-been, c'est-à-dire qu'on voit bien tous les problèmes que ça génère et auxquels on n'a pas de solution. Et j'avais envie de rajouter aussi, on a parlé de transport en commun, d'aménagement, mais c'est aussi le rapport au travail. Le fait qu'aujourd'hui, trouver un travail à côté de chez soi, c'est extrêmement rare. Et qu'il y a de plus en plus de gens qui sont obligés de faire 20, 30, 40, 50, 100, parfois même plus de kilomètres, que les transports en commun, c'est pas toujours accessible, parce qu'il faut que ce soit desservi. Il peut y avoir aussi un coût quand les personnes par exemple, qui prennent le train, c'est quand même très cher, même s'il y a des forfaits. Moi, je viens d'un département où tu parlais de se déplacer pour aller travailler. 80% de la population dans mon département, n'a pas d'autre solution, tout simplement, que de prendre la voiture. Il n'y a pas un réseau de transport en commun qui permet de faire autrement. Alors, il y a de plus en plus le développement du vélo électrique, etc., parce que c'est aussi un endroit où s'inventent d'autres manières de vivre, la ruralité. Mais ça reste quand même le problème central. C'est-à-dire que la mobilité pour les gens du peuple, au sens de l'ère du peuple de Jean-Luc Mélenchon, c'est une obligation. C'est pas un choix. C'est pas, comme tu le disais très bien, il faut aller travailler, il faut aller faire les courses, il faut emmener les enfants. Et c'est pas un choix. Et quelle offre on leur fait ? Finalement, ça nous, quand on tire un petit peu le fil du SUV puis derrière de la voiture, on voit bien que tout ça s'intègre dans un modèle de société qui n'est pas viable, en fait, qui n'est pas du tout durable. Et je trouve que cette question de la voiture et du SUV, il l'illustre vraiment très très bien.